Les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est un crabe plutôt sympathique. Il est présenté à la Cité des sciences et de l'industrie, mais ce qui n'est pas du tout sympathique, c'est qu'en réalité, ce crabe symbolise le cancer. C'est un ballon, c'est une baudruche, mais pour l'instant, ce ballon ne s'est pas encore dégonflé. C'est en tout cas une exposition absolument inédite qui a lieu, car pour la première fois en France, on présente l'ensemble des dimensions scientifiques, psychiques et sociales de cette maladie. Vous êtes muséographe et commissaire avec Laurence Conézil de cette exposition. Maude Gouy, bonjour. Bonjour. Une exposition qui va avoir lieu donc du 6 septembre au 8 août 2023. Et pour parler de cette maladie, de ces maladies, parce qu'il faut insister sur le terme qui est aujourd'hui employé au pluriel, Alain Echen, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire scientifique de l'exposition Cancer, directeur du pôle recherche et innovation de l'Institut national du cancer et directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et puis Jean-Baptiste Méric, bonjour. Bonjour. Vous êtes oncologue, directeur du pôle santé publique et soins de l'Institut national du cancer et membre du comité scientifique de l'exposition. Jean-Baptiste Méric, s'il y a un S à cancer, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il est possible malgré tout de donner une définition du cancer? Alors oui, on peut donner une définition générique et dire que le cancer, c'est une maladie, des maladies effectivement, liées à une prolifération de cellules qui sont anormales, anarchiques, qui ne suivent plus les régulations de l'organisme et qui vont l'envahir et causer son dysfonctionnement, voire aller jusqu'à le décès de la personne qui est atteinte. Et effectivement, parler de cancer, vous le disiez, cette représentation un peu de ce crabe qui a l'air sympathique mais qu'on aimerait bien dégonfler, parler de cancer, c'est convoquer la maladie, c'est convoquer la mort. Et aujourd'hui, avec cette exposition, dans l'élan de la stratégie décennale de lutte contre les cancers, eh bien, nous venons aussi amener des bonnes nouvelles et inviter autour de la table, avec la mort, avec la maladie, eh bien, la recherche, l'effort collectif de toute la société pour, au final, pouvoir inviter l'espoir et la capacité de chacun à agir pour éviter des cancers. Et justement, lorsque l'on essaye donc de réfléchir à ce pluriel, mais aussi à cette maladie qui est est-ce que l'on a aujourd'hui, Alain Echen, une meilleure compréhension? On dit prolifération de cellules, prolifération anarchique. Et c'est aujourd'hui la situation commune à toutes ces maladies que vous analysez. Est-ce que cela donne donc une maladie précise, ou bien a-t-on affaire finalement à une multitude de maladies? Pour reprendre ce que vient de dire Jean-Baptiste, en fait, effectivement, on ne parle pas d'un cancer, mais des cancers. En fait, ça va beaucoup plus loin, cette notion de pluralité des cancers, puisque les cancers étant une maladie du soi, mais qui a pour cause originelle des défauts génétiques dans le génome de nos cellules, dans le patrimoine génétique de nos cellules. Eh bien, en réalité, c'est une maladie très évolutive dans laquelle les mutations s'accumulent au sein des cellules de l'individu qui est malade. Et ces mutations font que la tumeur elle-même évolue et évolue d'un patient à l'autre. Et même chez le même patient, de la tumeur aux métastases, ces cellules évoluent et on commence à avoir une diversité génétique. Ce qui fait qu'en réalité, les cancers sont différents non seulement d'un individu à l'autre, mais même au sein d'un même individu, la tumeur évolue et les cellules cancéreuses finissent par être différentes les unes des autres. Donc avoir chacune leur identité génétique. C'est pour ça qu'on parle des cancers et d'une pluralité qui fait d'ailleurs la complexité. Plus on comprend ces cancers, plus on s'aperçoit qu'en fait, il va falloir adopter des stratégies thérapeutiques plus ou moins spécifiques, personnalisées ou de précision. On va en parler bien sûr, puisque c'est là-dessus aussi qu'insiste cette exposition à la Cité des sciences et de l'industrie. Mais avant tout, vous avez prononcé un mot, le mot génétique. Alain Echen, à ce sujet, est-ce que ça signifie que les cancers sont en quelque sorte innés, qu'on est programmé pour en avoir un? Hier, dans le journal des sciences, Alexandra Delbo disait que 50% des cancers seraient évitables par rapport donc à nos pratiques alimentaires notamment, mais pas uniquement. Alors, en fait, je pense que l'exposition explique très bien ça.
Et l'exposition commence par cette explication. Le cancer, en fait, résulte du fait que nous avons, et ça date de Darwin, nous savons qu'en fait, la vie sur la Terre est due à l'évolution, et l'évolution, elle est permise grâce au principe même de la variabilité du patrimoine génétique des individus. Donc c'est le fait que nos génomes sont faits pour être potentiellement pour muter. Et lorsque des mutations sont positives, elles sont sélectionnées de manière positive et ça permet une évolution positive des êtres vivants. Mais lorsqu'elles sont négatives et lorsque les systèmes de protection qu'on a de nos cellules sont défaillants, eh bien dans ces cas-là, les mutations peuvent devenir négatives. Et c'est pour ça qu'en réalité, on peut dire que les cancers, quelque part, sont inévitables dans leur apparition, mais ils sont évitables dans leur progression. Et on peut effectivement, et ça va être toute une question qu'on va discuter peut-être. Expliquez-moi le distinguo. Ça veut dire que s'ils sont pris à temps, on peut les juguler, ou bien ça veut dire que... Alors, l'organisme lui-même jugule tout seul les anomalies génétiques. Donc, l'organisme est programmé pour lui-même corriger ses erreurs, mais lorsqu'il n'y arrive pas, effectivement, il peut y avoir développement d'une tumeur. Mais la prévention permet, d'une part, de détecter le plus précocement possible ces anomalies, et ensuite, ou alors d'empêcher, de favoriser l'apparition de ces anomalies, ces mutations génétiques. Donc, la prévention, effectivement, est un moyen d'éviter les cancers. Et comme vous l'avez dit, évidemment, et on le sait, plus on traite précocement, plus on détecte précocement les cancers, Jean-Baptiste l'explique mieux que moi, mais les thérapeutes auront beaucoup plus de facilité, évidemment, à soigner la maladie. Maud Gouy, j'imagine que faire une exposition sur le cancer, ça n'est pas évident. Réussir à faire quelque chose qui soit à la fois pédagogique, scientifique, mais aussi qui ne plonge pas les visiteurs dans l'anxiété, ce doit être une équation difficile à résoudre. Oui, c'est vrai que la première question qu'on s'est posée avec Laurence Conésil, c'était comment rendre visible quelque chose que les visiteurs ne veulent pas voir a priori. Donc comment mettre en scène en fait cette maladie et faire en sorte qu'elle soit accessible à tous à partir de 14 ans. Donc très rapidement on est parti sur des installations autour de... On va présenter le territoire des cancers, les territoires des cancers, autour de grandes installations audiovisuelles, au nombre de 5, qui chacune va apporter déjà une facette de l'exposition, parce que comme le disent mes collègues, enfin mes camarades, le cancer est avant tout une maladie extrêmement complexe. Donc pour montrer cette complexité, on a fait appel à des artistes qui nous ont aidés à présenter la déflagration, qu'est-ce qu'on ressent quand on nous apprend qu'on a un cancer, comment transmettre, comment mettre en forme ce chaos des émotions qui envahit la personne à qui on annonce un cancer. On a un élément bien sûr sur la recherche, et là je laisserai Jean-Baptiste parler de tous les excellents chercheurs qui travaillent actuellement pour vaincre le cancer et trouver en tout cas les meilleurs traitements pour les malades. Et puis on a une grande installation aussi sur mais c'est quoi au fond ces traitements ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un cancer du poumon ? Voilà, comment je m'y prends ? Pourquoi cette maladie est-elle particulièrement complexe, Jean-Baptiste Méric, par rapport, je ne sais pas, aux maladies auto-immunes, à des maladies dont les virus ont des comportements particulièrement complexes, comme par exemple le sida. Bref, qu'est-ce qui distingue le cancer des autres maladies, les cancers, parce qu'il faut que je m'habitue à utiliser le pluriel. Alors il y a peut-être deux notions importantes que Alain a citées tout à l'heure. D'abord, le cancer, il l'a dit, c'est une maladie du soi. C'est-à-dire que ce sont nos propres cellules qui vont se modifier. Et donc, il va falloir s'attaquer à nos cellules. Et en s'attaquant aux cellules malades, eh bien évidemment, on va risquer de s'attaquer aux cellules saines. Donc, le rapport entre le bénéfice d'un traitement et ses risques peut être extrêmement ténu. Et donc, ça peut être particulièrement difficile de s'attaquer au cancer. C'est ça qui rend les traitements particulièrement complexes ? C'est cela, et puis c'est la deuxième notion qu'évoquait Alain tout à l'heure, c'est cette notion de variabilité, d'évolutivité du cancer, qui fait que alors même que l'on va penser qu'on a réussi à tuer l'ensemble des cellules cancéreuses, eh bien il en reste un tout petit peu, mais différentes de celles qui étaient là avant et qui vont recoloniser un organe, recoloniser l'organisme. Donc c'est un combat qui, lorsque le cancer s'est assez développé, lorsqu'on arrive un petit peu trop tard, eh bien c'est un combat qui peut être un peu perdu d'avance. C'est pour cela qu'il est important d'arriver tôt, voire d'arriver encore plus tôt, comme le disait Alain, et d'être capable d'éviter un cancer. On va parler du dépistage, puisque c'est vraiment l'un des mots d'ordre, et vous insistez, l'exposition insiste sur le fait qu'il faut effectivement s'attaquer dès que l'on peut, aussitôt que possible,
à cette maladie. Alain Echen, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de cancers, que notre époque provoque, fabrique des cancers. C'est une réalité, c'est une impression, votre point de vue? Alors, c'est plus compliqué que ça, hein. En réalité, il se trouve que le cancer est aussi lié, et ça on l'a pas dit, enfin, beaucoup de cancers, un grand nombre de cancers sont liés également au vieillissement. Et donc, parce qu'au cours du vieillissement, nos systèmes que j'évoquais tout à l'heure de prévention, de réparation, nos propres systèmes de protection contre le cancer, et y compris d'ailleurs le système immunitaire, ce sont des systèmes qui vieillissent et qui deviennent de plus en plus défaillants, comme n'importe quelle finalement machine, hein, en réalité. Et donc, avec l'âge, évidemment, ces systèmes de protection deviennent de plus en plus défaillants, et donc l'apparition des cancers est plus forte. Donc, évidemment, Donc c'est une conséquence. alors, il y a une Augmentation. conséquence effectivement du vieillissement qui fait qu'on voit apparaître, et notamment dans les sociétés les plus favorisées, où on vit le plus longtemps, on voit apparaître de plus en plus de cancers avec l'âge. Mais on n'exclut pas, et il y a beaucoup de recherches dans ce domaine, le fait aussi que, à la fois les expositions à tous les nouveaux produits qui sont liés à la société industrialisée, et également les modes de vie qui ont changé, qui changent aussi beaucoup, et parfois les mauvaises pratiques aussi alimentaires ou de sédentarisation peuvent éventuellement être aussi des facteurs favorisant l'apparition des cancers. Donc, dire qu'il y a plus de cancers, en fait, c'est assez compliqué. Ça va dépendre d'abord du type de cancer dont on va parler et des modes de vie des sociétés. Jean-Baptiste Méric. En France aujourd'hui, 380 000 personnes chaque année vont se voir diagnostiquer un cancer. Ça paraît considérable, et ce nombre brut augmente, mais ce que l'on appelle l'incidence standardisée, c'est-à-dire le taux de cancer par rapport à la population, lui, il a plutôt tendance à diminuer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la population augmente, donc le nombre de patients atteints de cancer augmente, mais en fait, la population augmente plus vite que le nombre de cancers. Et effectivement, comme le disait Alain, le point important, c'est nos comportements. On considère aujourd'hui que près de la moitié des cancers pourraient être évités si nos comportements changeaient. C'est-à-dire pas de tabac, on n'a pas encore parlé des addictions, mais c'est un point important, pas de tabac, moins d'alcool, une alimentation équilibrée, moins de sédentarité. Déjà, Ça veut dire quoi, moins d'alcool? À partir de quelle dose d'alcool l'alcool peut-il être dangereux les pour vous repères, qui êtes oncologue? voilà, les repères recommandés de consommation aujourd'hui, c'est de dire que l'alcool, c'est moins de 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc c'est un message finalement assez simple pour ceux qui nous écoutent. On a aujourd'hui 25% de la population qui consomme de l'alcool tous les jours et qui est au-dessus de ces repères de consommation. L'alcool, c'est 8% des cancers, donc c'est considérable. Donc l'alcool, l'alimentation, évidemment, l'alimentation en quantité, donc le surpoids génère des cancers. Le surpoids, l'obésité sont des facteurs de risque avérés de 14 cancers différents. Et en qualité, est-ce que là, il y a un lien, Oui, Jean-Baptiste? il y a un lien. Notre alimentation, plus elle est variée, plus elle est riche en légumes, en fibres, en aliments complets, plus elle est appauvrie en viande rouge et en charcuterie. On sait que plus de 500 grammes de viande rouge par semaine, plus de 150 grammes de charcuterie par semaine, c'est un risque de cancer augmenté, et c'est chaque année plus de 5000 cancers du côlon. Là aussi, lorsqu'on a affaire à des maladies que l'on commence à mieux connaître, la maladie de Nash, dite aussi la maladie du soda, qui peut dégénérer en cancer, c'est une maladie liée à l'alimentation, à la qualité de l'alimentation, sans nécessairement un surpoids, Jean-Baptiste Méric? Globalement, on considère que tout ce qui va conduire au surpoids, tout ce qui va être une alimentation déséquilibrée, ce que l'on nous dit finalement dans les écrans publicitaires, hein, le trop gras, trop salé, trop sucré, eh bien, c'est ce mode de vie occidental qui en plus souvent est associé à la sédentarité, à du temps passé devant les écrans sans bouger. Eh bien, tout cela peut effectivement favoriser des cancers. Donc, c'est ce mode de vie que nous pouvons changer avec des gestes simples. En dehors de ces facteurs, donc l'alimentation, la sédentarité, Alain Echen, est-ce qu'il y a d'autres facteurs évidents? J'ai omis, bien sûr, parce que cela va de soi, la cigarette. En dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient rendre le cancer évitable dans nos modes de vie? C'est encore une fois, là, c'est une question qui est relativement complexe. Je crois qu'il faut garder à l'esprit que
Et c'est ce qu'on répète, hein, c'est qu'il y a un aspect pas de chance, hein, dans le cancer. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, dû à la façon même de la multiplication des cellules qui fait que on ne peut pas éviter l'apparition des mutations. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'il y a un certain nombre d'agents carcinogènes qui vont favoriser, qui vont augmenter ce taux d'erreur et ce taux de mutation dans nos cellules. Il y a des cancers professionnels. Il y a des cancers professionnels, absolument. Il y a des cancers. Alors, beaucoup, je laisserai Jean-Baptiste donner les chiffres parce qu'il maîtrise ça mieux que moi. Mais enfin, il y a des cancers professionnels. Je veux dire beaucoup de causes de cancers professionnels. Absolument, voilà, d'accord. Jean-Baptiste Méric. Non, effectivement, les cancers professionnels, c'est quelques pourcents par rapport au tabac, par exemple, qui est 20% des cancers. Et donc, effectivement, on va avoir toujours tendance à insister plus. Et puis, on a la chance, dans notre pays, d'avoir un système de protection des travailleurs, des systèmes de suivi avec une médecine du travail qui est remarquable par rapport à beaucoup d'autres pays. Donc, effectivement, on a cette chance de pouvoir s'en protéger. Mais comme le disait Alain, il y a aussi des nouveaux produits, hein. Chaque année, l'industrie développe des milliers de nouveaux produits. Et donc, il faut être vigilant. Et nous y travaillons aussi avec nos collègues européens dans le cadre des règlements de protection que l'on fait évoluer, et c'est une des mesures de la stratégie décennale de lutte contre les cancers. Et quand vous parlez de pas de chance, parce que pas de chance, Alain Echen, pour un scientifique, j'imagine que c'est le terme que vous utilisez pour vulgariser, mais est-ce que ça veut dire là aussi que c'est génétique, parce que on se dit que l'on est peut-être, hélas, programmé pour développer ce type de maladie? Est-ce que les choses sont plus complexes encore? Là encore, on a évidemment, d'abord, on n'est pas tout à fait, pas au bout de nos découvertes, mais on sait effectivement, d'une part, qu'il y a des gènes de prédisposition. Donc, il peut y avoir chez des cancers avec des formes familiales de cancer, hein, c'est la génétique des cancers. Et là, la prévention, encore une fois, est très importante, hein. On peut prédire, on sait qu'il faut faire attention. Lorsqu'on sait qu'on est dans une famille qui est porteuse d'une mutation héréditaire, il peut y avoir un aspect héréditaire à certaines formes de cancer. Mais enfin, ce ne sont pas tous les cancers, c'est même, pour l'instant, on pense quand même que c'est une minorité de cancers qui ont vraiment des causes héréditaires, hein, qui ont des prédispositions génétiques. Mais même si on est encore une fois très, très loin du compte. Jean-Baptiste Méric, là-dessus, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une vision de ces cancers à prédisposition génétique, peut-être aussi de faire de la prévention? On l'a vu par exemple pour les cancers du sein. Alors effectivement, les cancers d'origine génétique qui représentent aujourd'hui 5 à 10% des cancers selon le type de cancer, on peut aujourd'hui dépister ces familles, on peut proposer des traitements préventifs et prochainement se mettra en place une consultation, notamment pour les jeunes femmes de 25 ans, pour les inciter à des comportements favorables pour leur santé, mais aussi pouvoir dépister celles qui sont plus à risque de cancer plus tôt dans la vie et pouvoir les orienter vers une prise en charge adaptée. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Maude Gouy, vous êtes muséographe, commissaire de cette exposition Cancer à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris du 6 septembre au 8 août 2023. Alain Echen, vous êtes directeur du pôle recherche de l'Institut national du cancer. Jean-Baptiste Méric, oncologue, directeur du pôle santé publique et soins de l'Institut national du cancer. En attendant, il est 8h sur France Culture. Bon réveil à tous. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous poursuivons au sujet du cancer, au sujet des cancers. Une exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris jusqu'au 8 août prochain, 8 août 2023, pour évoquer à la fois cette maladie, ces maladies, mais aussi les nouvelles thérapies, vaccins, prévention. Bref, va-t-on enfin réussir à tuer le cancer? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Maude Gouy, qui est muséographe et commissaire de cette exposition, Alain Echen, qui est directeur du pôle recherche et innovation de l'Institut national du cancer, et Jean-Baptiste Méric, qui est oncologue, directeur du pôle santé publique et soins de l'Institut national du cancer, l'INCa. On a évoqué la manière dont 50% de ces cancers seraient évitables. Et vous avez beaucoup insisté, Alain Echen, Jean-Baptiste Méric, sur l'obligation, l'importance d'un dépistage précoce du cancer. Un certain nombre de conseils à ce sujet. Alors effectivement, la prévention, c'est l'arme majeure contre le cancer. Si l'on considère, comme vous le disiez, que près d'un cancer sur 2 pourrait être évité, on va effectivement recommander des gestes simples. Arrêter le tabac et se faire aider. Lorsqu'on se fait aider par un professionnel de santé, on a 80% de chances en plus d'arriver à quitter le tabac définitivement. Modérer sa consommation d'alcool, avoir une vie
plus orienté vers sa santé, avec plus d'activité physique. Mais c'est effectivement aussi être capable de prendre sur soi, parce que ce n'est pas si simple, ce n'est pas rien que de se prêter à un dépistage, et donc d'aller, lorsque l'on a entre 50 et 74 ans, faire une mammographie tous les 2 ans, faire un test pour rechercher du sang dans les selles, et puis lorsque l'on est plus jeune, de 25 à 65 ans, se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Ces dépistages organisés, ils visent à dépister des cancers, vous le disiez, mais aussi des lésions précancéreuses. On peut même arriver avant le cancer et avoir des traitements minimaux et qui vont éviter complètement l'apparition d'un cancer. Et justement, à ce sujet, Alain Echen, qu'est-ce qui vous paraît le plus utile? Qu'est-ce qui est parfois le plus négligé? Alors, je pense qu'en fait, en matière de lutte contre le cancer, il faut utiliser toutes les armes. Et je pense qu'il faut justement, comme vous le dites, ne rien négliger. La recherche, c'est quelque chose qui est vraiment, qui comporte plusieurs dimensions, alors je dirais même 3 grandes dimensions. La première dimension, c'est d'abord les différents types de recherche qu'il y a, la recherche fondamentale, la recherche qui concerne vraiment l'étude, la compréhension, la connaissance des mécanismes, la recherche à l'opposé, la recherche clinique qui s'intéresse vraiment à la personne humaine et qui a pour objectif d'améliorer toutes les méthodes thérapeutiques. Puis entre ces deux recherches, il y a la recherche translationnelle qui a pour objectif effectivement de relier les résultats de la recherche fondamentale, de trouver une application de ces recherches vers la clinique. Et pour revenir à votre question, que je n'ai pas oubliée, en fait, la recherche sur le cancer s'intéresse à toutes les étapes du processus cancéreux. Comme l'a dit Jean-Baptiste, d'abord découvrir les gènes qui pourraient être susceptibles d'être responsables d'un cancer. Donc la recherche sur la prévention, y compris de la recherche sur les nouvelles mécanismes de dépistage, et puis aussi de la recherche sur la façon dont les cancers progressent et ensuite métastasent. Mais alors, justement, Alain Echen, parce que vous avez beaucoup insisté sur la dimension génétique des cancers, est-ce que à l'avenir, il y aura, par exemple, la possibilité fortement recommandée par les médecins d'aller d'avoir une exploration de son génome pour savoir si on est particulièrement exposé à tel ou tel cancer, parce que c'est à la fois quelque chose qui peut sembler prometteur, c'est aussi quelque chose qui fait peur dans l'ordre du déterminisme par rapport à la maladie. Oui, mais en réalité, c'est la question effectivement des cancers familiaux, mais maintenant les oncologues ont l'habitude, quand on voit l'accumulation de cancers dans une famille, évidemment on a une consultation d'oncogénétique et on va effectivement rechercher, essayer de déterminer ces caractéristiques génétiques pour essayer de prévenir ces cancers familiaux. Mais l'idée n'est pas évidemment d'avoir la carte d'identité génétique de tous les individus de la planète pour savoir qui va faire quoi. C'est pas ça. C'est surtout d'identifier ces gènes de susceptibilité pour prévenir. Maud Gouy, j'imagine que lorsque l'on fait une exposition de ce type où on doit vulgariser des choses assez complexes, cela doit poser toute une série de questions difficiles pour la muséographe que vous êtes. Oui, donc c'est vrai que c'est notre métier de mettre en forme des idées et que ces idées deviennent des dispositifs de muséographie qui vont accueillir des visiteurs. Donc c'est vrai qu'en s'appuyant sur le comité scientifique, je dirais que tout ce dont on parlait Jean-Baptiste et Alain, on a fait justement des grandes installations autour de toutes les thématiques qu'ils ont évoquées. C'est-à-dire qu'on rentre dans une exposition avec quelque chose d'un peu extraordinaire, qui a un grand crabe géant et sur lequel on projette justement on projette que le cancer n'est pas du tout une maladie moderne, mais une maladie qui remonte à 500 millions d'années. Là, l'idée, c'était de déstabiliser un petit peu le visiteur par rapport à ses craintes, à ses peurs, pour qu'il puisse déjà se dire « Waouh, on ne va pas me montrer quelque chose qui est abominable ou qui est glauque ». Et puis, il passe tout de suite, il rentre dans l'exposition, et là, il a une vision, vraiment, on a travaillé une scénographie qui est très colorée, très ronde, très douce et qui permet vraiment, je pense, aux visiteurs de se dire « Waouh, ça va pas être un enfer de visiter l'exposition ». Donc ensuite, on fait appel à des artistes, comme je disais tout à l'heure, et donc on explique qu'est-ce que c'est que la cancérisation, comment une cellule saine devient cancéreuse, qu'est-ce que c'est qu'une métastase. Donc là, les visiteurs sont assis comme dans un planétarium, et donc regardent un film qui est fait en laine cardée. Et donc c'est vrai que cette laine cardée, ce dispositif permet vraiment, au niveau cognitif, de faciliter, je dirais, l'accès à la difficulté de ce sujet. Et c'est bien entendu une exposition pour
tout public. Jean-Baptiste Méric, on a parlé des cancers évitables, mode de vie. On voit apparaître un mot qui peut surprendre dans ce contexte, le mot vaccin. Cela signifie qu'il y a un lien, c'est aujourd'hui clairement établi, entre le cancer et des virus. Lesquels? Et là aussi, qu'est-ce que ça signifie? Alors, plusieurs virus peuvent être responsables de cancer. Vous avez évoqué tout à l'heure le virus d'une maladie qui est elle aussi tout à fait grave, qui est le sida, avec le VIH, puisque les personnes qui vivent avec le VIH sont plus à risque de nombreux cancers. Mais le virus qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, ce sont les papillomavirus. Papillomavirus qui sont responsables du cancer du col de l'utérus, mais qui sont aussi responsables d'autres cancers, des cancers de la cavité buccale, des cancers du canal anal par exemple. Et contre ces cancers, il existe un vaccin qui va empêcher l'infection par ces virus et qui va empêcher leurs conséquences néfastes. Et ce vaccin, eh bien, en France, nous sommes un petit peu en retard puisque seulement 27% des jeunes filles d'une classe d'âge qui auraient dû être vaccinées le sont. Au Portugal, c'est 85%. Et puis pour maintenant, les garçons? Et pour les garçons, on est presque à zéro alors que cette vaccination est maintenant recommandée pour les garçons. Donc effectivement, aujourd'hui, si vous avez des enfants entre 11 et 14 ans, eh bien, il faut se préoccuper de les faire vacciner. C'est un vaccin qui est sûr, il y a plusieurs millions de vaccinés dans le monde, on a un recul suffisant pour dire que ça évite des cancers, donc c'est vraiment une arme facile d'accès pour lutter contre les cancers. Mais en revanche, si on est au-delà de cette classe d'âge, le vaccin est inutile, inefficace. En fait, c'est que dès qu'on a eu des premières relations sexuelles, même des relations sexuelles sans pénétration, eh bien, le virus, il passe très facilement d'un individu à l'autre et 80% d'entre nous ont déjà été en contact avec un papillomavirus. Alors, pas de panique, lorsqu'on a un papillomavirus, dans la plupart des cas, il va tout seul guérir et disparaître de l'organisme, mais s'il reste là, eh bien, il peut entraîner des lésions, notamment au niveau du col de l'utérus. Donc, effectivement, on peut aller un petit peu plus loin dans la vaccination, notamment chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, où on va recommander cette vaccination quasiment jusqu'à 26 ans. Mais en tout cas, consultez votre médecin, posez-lui la question pour vous-même, pour vos enfants, de cette vaccination contre le papillomavirus. C'est vraiment une arme. Le cancer du col de l'utérus, le programme de l'OMS, c'est de l'éradiquer. Parce que la cause est virale et on peut éradiquer le virus comme on a éradiqué d'autres virus dans l'histoire de l'humanité. On comprend le lien entre un virus, j'imagine que vous le comprenez, entre un virus et le développement du cancer, Alain Echenne? Oui, alors ça, ce sont vraiment des études très, très, très pointues sur les mécanismes par lesquels le virus infecte et surtout détourne la machinerie cellulaire des cellules de l'épithélium de l'utérus. On ne va pas rentrer dans les détails, puisque c'est vraiment des mécanismes très, très, très compliqués, encore une fois, de détournement des processus cellulaires par le virus. Mais effectivement, une fois qu'on a compris ces mécanismes, on sait qu'effectivement, il suffit simplement d'empêcher le virus d'infecter les cellules pour empêcher l'apparition du cancer. Même chose dans le foie, où on peut assister à des mécanismes où un virus, l'hépatite, peut dégénérer en cancer. Jean-Baptiste Méric, un mot à ce sujet peut-être? Alors effectivement, c'est quelque chose qui, dans notre pays, est heureusement relativement rare, mais en Asie du Sud-Est, par exemple, c'est une des causes prédominantes de cancer. Et effectivement, les virus des hépatites, en perturbant le fonctionnement du foie et la régénération du foie pour lutter contre l'hépatite, vont pouvoir aller jusqu'au développement d'un cancer. Mais Alain, quelques précisions. Oui, je voulais rebondir là-dessus, parce que quand on parlait tout à l'heure des cancers et de la différence des cancers, voilà, on a un exemple typique où le cancer du foie peut être dû soit à un virus, soit à un autre facteur comme l'alcool. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde ces cancers et qu'on les compare, ils n'ont, en fin de compte, au niveau moléculaire, rien à voir. Et donc les traitements... C'est-à-dire que les causes sont différentes, mais les conséquences aussi Exactement. sont différentes. Et donc ces cancers-là sont différents. Si on analyse leur profil génétique, génomique, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien ils sont clairement différents. On peut les catégoriser de manière différente. Et on va plus du tout parler du cancer du foie, mais des cancers du foie avec des causes complètement différentes et probablement également, non seulement évidemment des mécanismes de prévention différents, mais des traitements différents. Vous les combattez donc, c'est ce que vous venez de dire, différemment? Exactement. Avec des traitements qui sont très différents les uns des autres, puisque à chaque fois vous parlez d'un même mécanisme qui est finalement une forme de développement anarchique des cellules. Donc c'est cette même cause qui permet de ranger toutes ces maladies au sein de la catégorie cancer, mais des stratégies thérapeutiques différentes. En fait,
ce que vous soulignez là, c'est l'aspect effectivement et ce qu'on a décrit avec Jean-Baptiste sur le fait de la prolifération anarchique, et c'est toutes les thérapies qui sont d'ailleurs les thérapies qui sont encore les plus utilisées pour lutter contre le cancer, qui sont des thérapies qui visent à éradiquer la prolifération cellulaire. Donc c'est la chimiothérapie, la radiothérapie, c'est tuer des cellules qui prolifèrent de manière anarchique. Donc ça, ce sont des stratégies globales qui fonctionnent, et la plupart des patients sont aujourd'hui soignés par ces thérapies. Mais, comme on l'a dit, puisque en réalité, au-delà de cet aspect de prolifération anarchique, on a cet aspect de polyclonalité, c'est-à-dire de divergence ensuite des cellules, eh bien, il faut, à côté de ces thérapies conventionnelles, imaginer et inventer des nouvelles thérapies qui vont être spécifiques de chacun de ces cancers et qui vont s'attaquer aux spécificités de chacun de ces cancers. Jean-Baptiste Méric, la recherche aujourd'hui, vers quoi se dirige-t-elle? Alors, on parlait de vaccins il y a quelques instants, on a beaucoup parlé de vaccins à ARN, et il y a là aussi avec l'ARN des traitements prometteurs, des traitements qui peuvent être de plus en plus individualisés, semble-t-il. Alors les voies de recherche, il y en a autant que de mécanismes que l'on découvre. Comme le disait Alain, à chaque fois que l'on comprend le fonctionnement d'une cellule cancéreuse, eh bien, on peut maintenant essayer de se dire que l'on va construire, qu'on va modeler à façon un traitement qui va aller bloquer ce mécanisme. Pendant longtemps, comme le disait Alain, on a cherché à détruire les cellules. Alors, on a aussi cherché tout simplement à les enlever du corps. Rappelons que le meilleur traitement contre le cancer, ça reste la chirurgie, qui, lorsqu'on arrive au stade initiaux des cancers, va tout simplement permettre d'enlever, de sortir physiquement la maladie de l'organisme. Et ça reste le traitement qui aujourd'hui guérit le plus de cancers. Donc c'est important de le rappeler. Mais lorsqu'on est au-delà de ce stade, ou lorsqu'il y a un risque de récidive que l'on veut prévenir, eh bien, pendant longtemps, on s'est dit qu'on allait de l'extérieur agresser la cellule cancéreuse autant qu'elle agressait l'organisme. Et en faisant ça, eh bien, on le sait, on a beaucoup d'effets secondaires, c'est le cas des chimiothérapies. Aujourd'hui, un des axes forts de la recherche, c'est de doper, de relancer notre immunité. Pendant longtemps, là encore, on a voulu appuyer sur l'accélérateur pour que la voiture de l'immunité avance plus vite, plus fort. Sauf qu'en fait, le frein à main était bloqué. C'est ce que les chercheurs ont découvert. Et là, maintenant, les nouvelles immunothérapies, eh bien, elles ont tout simplement levé le frein que le cancer mettait à l'immunité. Et donc, quand on libère le frein à main, eh bien, la voiture repart. Et donc, en fait, l'immunité naturelle que nous avons pour tuer les cellules cancéreuses se met en œuvre. Et ces traitements ont permis, dans des cancers de mauvais pronostic, d'observer des progrès très significatifs ces dernières années. J'ajouterais qu'en fait, sur l'immunothérapie, en fait, il y a 3 grands axes qui ont été développés suite effectivement à cette découverte qui a permis finalement de lever ces blocages, et qui en fait a valu d'ailleurs un prix Nobel au professeur Onjo et Allison en 2018, le prix Nobel de médecine. C'est de découvrir qu'on pouvait effectivement lever ce blocage qui avait été mis en place par la cellule cancéreuse pour finalement endormir le système immunitaire. Et en fait, il y a 3 grandes pistes actuelles sur l'immunothérapie. La première, qui découle directement des travaux de ces chercheurs, c'est d'avoir mis en place des molécules qui sont capables finalement d'inhiber ces molécules, ces processus de frein du système immunitaire. Et là, on a eu les résultats spectaculaires que, comme Jean-Baptiste le dit, qu'on n'avait jamais observé sur des tumeurs solides. Et puis la deuxième piste, qui est également maintenant en clinique, qui est utilisée chez les patients, c'est au lieu d'utiliser des molécules qui permettent d'aller débloquer, on va utiliser le système cellulaire, les propres cellules du système immunitaire du patient qu'on va extraire du patient et qu'on va modifier génétiquement pour les renforcer, pour les rendre beaucoup plus efficaces pour lutter contre la tumeur. Ça aussi, donc c'est ce qu'on appelle les CAR T-cells, et ce sont des traitements qui sont actuellement utilisés, notamment dans certaines formes de leucémie, et qui marchent très très bien, qui sont spectaculaires. Puis la troisième piste, c'est pour revenir à votre question, c'est les vaccins. Donc les vaccins, évidemment, quand on parle de système immunitaire, on pense tout de suite vaccins. Jean-Baptiste a parlé des vaccins préventifs, notamment pour le HPV, mais maintenant on est en train de réfléchir aux vaccins curatifs, c'est-à-dire des vaccins qui soignent des patients qui sont déjà atteints d'une tumeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que on va exploiter, et en utilisant la technologie ARN, celle qui en fait est utilisée pour le Covid, et d'ailleurs les 2 grandes compagnies qui ont développé les vaccins ARN contre le Covid, en fait, travaillaient sur le cancer. C'est comme ça qu'on a été prêt pour le Covid. L'idée, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une cellule cancéreuse, puisqu'elle a accumulé des mutations, elle va exprimer des protéines qui lui sont spécifiques à elle, qui ne sont pas exprimées par les autres cellules du corps. Donc on revient à ce que disait Jean-Baptiste, c'est beaucoup plus facile pour le système immunitaire d'aller reconnaître des cellules qui commencent à devenir différentes des cellules du soi. Et le principe du vaccin ARN, c'est de prélever la tumeur du patient, d'identifier
ces néo-antigènes, donc ces protéines spécifiques de la tumeur. Grâce, en plus, on peut être aidé par l'intelligence artificielle. Et à partir du moment où on a identifié ces protéines, on va fabriquer des vaccins ARN, des ARN qui vont exprimer ces protéines, et on va vacciner les patients avec leurs propres néo-antigènes qu'ils ont produits par leur cancer. Et ainsi, stimuler, là encore, le système immunitaire pour lutter contre les... Alors ça, la partie ARN, les vaccins ARN curatifs, on n'est pas encore dans la clinique en pratique. C'est encore du domaine des essais cliniques, mais on est déjà dans les essais cliniques. Et théoriquement, ça peut arriver assez vite maintenant. Et ça, c'est rendu possible par la vitesse d'accélération des méthodes de détection, d'identification et de la génomique et de l'intelligence artificielle qui permet d'aller très vite maintenant à partir des échantillons du patient. Cela signifie que les espoirs, Jean-Baptiste Méric, en termes de pistes de recherche, parce que cela fait quelques années qu'on a décrété la guerre contre le cancer, celle-ci a donné des résultats. Les résultats les plus prometteurs, vous les attendez où? Sur quel type de maladie? Avec quel type de thérapeutique? Alors, la recherche a la capacité de nous surprendre. Parce que, effectivement, parmi les pistes que vient d'évoquer Alain, il y a 10 ans, on ne vous les aurait peut-être pas indiquées en réponse à la même question. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on ait des traitements qui nous surprennent. Mais là où nous avons besoin de progrès, c'est pour les cancers de mauvais pronostic. Les cancers de mauvais pronostic, ce sont ceux qui n'ont pas pris le train du progrès, ceux pour lesquels la survie n'a pas augmenté ces dernières années. Et c'est un axe à part entière de la stratégie décennale de lutte contre les cancers qui a été lancée par le président de la République en 2021. C'est de se dire que nous devons concentrer nos efforts. Car, vous le disiez, c'est une guerre contre les cancers, mais cette guerre, nous sommes convaincus que nous pouvons la gagner et que dans les 10 ans qui viennent, nous pouvons faire que le mot cancer ne fasse plus aussi peur parce qu'il ne sera plus lié à l'idée inéluctable de la mort. Il faut que ce soit le cas pour tous les patients et notamment pour ces cancers de plus mauvais pronostic. Donc, nous avons intensifié les programmes de recherche à ce niveau, les programmes de coopération. Dans quelques jours a lieu à Paris le grand congrès européen d'oncologie, l'ESMO. Et au cours de ce congrès, eh bien, nous allons organiser une réunion avec des collègues européens pour voir comment nous pouvons ensemble agir au mieux contre ces cancers de mauvais pronostic. Il y a aussi une question de coût pour ces traitements et pour ces recherches. Est-ce qu'aujourd'hui, Alain Echen, on est en mesure de proposer des traitements à des coûts acceptables? A-t-on affaire à, là encore, de grandes inégalités? Et puis, vos recherches, notamment à l'Institut national contre le cancer, est-ce que celles-ci ont aujourd'hui des moyens suffisants pour être menées à bien? Alors, je vais peut-être répondre pour commencer par la deuxième partie de votre question. J'avais pas complètement fini sur la troisième dimension de la recherche. La recherche, effectivement, c'est une recherche qui aussi est maintenant multidisciplinaire. On sait qu'il faut maintenant faire appel à toutes les disciplines, qu'on a besoin de la recherche en physique, en mathématiques, y compris en sciences humaines et sociales, en épidémiologie, en santé publique, et que tout ça, ça demande, comme vous l'avez dit, des moyens. Et c'est ce que la stratégie décennale propose, et c'est ce qui a été obtenu. En réalité, on a augmenté fortement les budgets de la recherche contre le cancer en France. En fait, on a augmenté de plus de 20% les moyens qu'on avait dédiés à la recherche. Et pour revenir à ce que disait Jean-Baptiste, en matière de cancer de mauvais pronostic, sur des recherches sur les cancers de mauvais pronostic, il faut être imaginatif et on a lancé des programmes de recherche de type, par exemple, de projets high risk, high gain. Ça veut dire des projets où on va demander aux chercheurs non pas d'avoir des données préliminaires, mais d'avoir des idées de rupture et de prendre le risque de financer ces projets qui peuvent aboutir à effectivement des découvertes. Donc là encore, c'est des moyens supplémentaires pour pouvoir avancer plus vite. Et encore une fois, dans toutes les dimensions de la recherche. Et des fausses pistes, parce qu'il y a aussi Jean-Baptiste Méric, alors ou bien dans la sagesse populaire ou l'absence de sagesse populaire, toute une série de recettes, de méthodes pour guérir le cancer, vivre avec. J'imagine que vous qui êtes chercheur dans ce domaine, ça ne doit pas vous laisser indifférent. Alors effectivement, je serai tout à l'heure en consultation et je sais que mes patients vont peut-être me poser des questions sur ce qu'ils ont pu voir sur Internet qui, soi-disant, aiderait à guérir
le citron congelé, les médailles miraculeuses et autres. Et c'est un des intérêts de l'exposition Cancer à la Cité des Sciences, c'est aussi d'aborder ce sujet-là et de passer des messages parce que l'on sait que ça peut être nocif et que des études ont montré que lorsque des patients avaient la tentation de ces traitements non conventionnels, eh bien, ils renonçaient plus souvent que les autres aux traitements conventionnels et que leur survie était diminuée. Donc il y a vraiment un message de vigilance contre les fausses nouvelles, les fake news qui existent dans le monde du cancer et c'est aussi un des intérêts de l'exposition d'en parler. Mais les médecines dites douces, je sais que le terme est très large, est-ce qu'elles peuvent avoir un intérêt en thérapeutique principale ou secondaire dans le cancer? Alors c'est effectivement une nuance importante. En thérapeutique principale, non, il n'y a pas beaucoup de thérapeutiques qui soient actives contre le cancer et celles qui le sont celles qui sont recommandées aujourd'hui par la médecine partout dans le monde. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il ne faut traiter que le cancer, il faut traiter la personne, il faut s'intéresser à toutes ces dimensions. C'est le principe des soins de support qui viennent en complément des traitements et qui, eux, sont des soins qui sont d'ailleurs recommandés, exigés en France, des établissements autorisés à traiter le cancer. Parmi ces soins, il y a l'activité physique, le support psychologique pour la famille qui est aussi important, le support social, l'aide à la préservation de la fertilité ou à la préservation d'une vie sexuelle. Donc ça, ce sont des soins de support qui sont effectivement aujourd'hui recommandés parce qu'aujourd'hui, ce sont 3,8 millions de personnes en France qui ont ou qui ont eu un cancer et il faut qu'elles puissent les aider, y compris après le cancer, à lutter contre les séquelles. C'est quelque chose sur lequel vous revenez largement dans l'exposition Maud Gouy, une exposition qui a lieu à la Cité des Sciences et d'Industrie de Paris jusqu'au 8 août 2023. Oui, tout à fait. On a donc 5 totems qui sont chaque fois un regard sur la maladie. Donc, pour illustrer les soins de support, on a une grande sculpture qui représente un homme, un humain plus exactement, dans lequel il y a un immense nuage, dans lequel sont représentés tous les soins de support dont vient parler Jean-Baptiste. On a aussi un grand totem sur les animaux, c'est-à-dire qu'on a une grande fresque en carton. On a donc 8 animaux qui, comme dans une fable, vont mettre en avant la maladie et peut-être être une source de recherche pour les chercheurs, parce que certains animaux ont plus de cancer que d'autres. On peut voir tout ça donc à la Cité des Sciences et l'Industrie de Paris jusqu'au 8 août 2023. Merci Maud Gouy qui est muséographe de cette exposition. Alain Echen, vous êtes directeur du pôle recherche et innovation de l'Institut national du cancer et Jean-Baptiste Méric, oncologue et directeur du pôle santé publique et soins de l'Institut national du cancer. 8h44 sur France Culture.